étoilé et non étalé, c'est Thierry Marx qui est avec nous. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, on peut mourir en mangeant. Oui, ça c'était déjà très connu, on peut se faire empoisonner. On peut Mais là c'était... la cuisine en général, c'est plaisir, bien-être et santé. Et là c'était plaisir, bien-être et disparition. Vous co-signez ce livre « On ne meurt pas la bouche pleine » avec Odile Bouillet aux éditions Saint-Neuf. C'est un polar dans le monde de la gastronomie, c'est ça? C'est un polar dans le monde de la gastronomie, oui, entre guillemets, mais c'est surtout l'utilisation d'une certaine cuisine comme arme par destination. Oui, en fait, ça vous nous faites voyager entre Paris et Tokyo. Ouais. Il y a des morts mystérieuses, visiblement des empoisonnements, et les soupçons convergent vers, si j'ai bien lu, le nom est plutôt bien trouvé, Achille Siméo. Oui, c'est Achille Siméo qui Toute ressemblance avec un cuisinier existant ou ayant existé. Oui, non, c'est vrai qu'on m'a tellement chambré avec la cuisine moléculaire qu'on pensait être un style de cuisine, alors que c'est juste un outil de compréhension. Je me suis dit, écoutez, on est allé tellement loin dans ce type d'études qu'on pourrait effectivement faire mourir par plaisir en utilisant des choses totalement naturelles, des personnes que vous voudriez faire disparaître. Ouais, donc c'est un vrai polar. Mais ça va. C'est une étoile de plus à votre arc ou une corde de plus à votre arc. Thierry, c'était une envie qui vous démangeait depuis longtemps d'écrire ou pas un roman? Alors d'écrire, je l'avais déjà fait. Faire un roman, c'était tout à fait nouveau. C'est vrai que j'ai eu la chance d'aller sur un reportage dans Passeport pour le crime à Tijuana, où je suis tombé en pleine guerre des cartels pendant 15 jours. C'était assez terrible et terrifiant, même la façon de faire mourir les gens. Donc je me suis dit, il y a peut-être quand même un autre moyen. Et je me suis inspiré un petit peu de Susskind, qui, avec le parfum, arrivait à faire mourir des gens. Mais vous avez une fascination quand même par le crime, parce que je me souviens quand vous avez reçu ici, dans les Grandes Gueules, au moment où vous aviez fait ces reportages absolument saisissants, et je conseille de les regarder en replay dans les prisons, où vous êtes allé dans des prisons avec des types peu recommandables, leur apprendre à se réinsérer par la cuisine. Là, vous êtes allé à Tijuana, vous avez une fascination pour le sang, pour les mœurs, pour les cadavres. Non, vous avez envie d'en cuisiner, vous êtes cannibale? Non, pas du tout. C'était des expériences, une succession d'expériences. C'est vrai que la détention, le travail en détention, le travail de formation professionnelle en détention, quelque chose qui m'a inspiré très tôt. Et je me suis dit, effectivement, dans une société où on sait enfermer les gens quand ils commettent des fautes, c'est bien, mais il manquait un volet à la réinsertion qui est la formation professionnelle. Donc, effectivement, je me suis intéressé à ce milieu qui est des fois un petit peu volatile et incertain. Mais non, là, c'était une histoire de roman, d'écriture, et en même temps, moi, je me souviens de ma scolarité, où j'avais un vrai problème avec la langue française, je ne savais pas l'écrire correctement, et de pouvoir écrire aujourd'hui et d'être compris dans ce que j'écris. Je vous assure qu'à 55 balais, c'est quelque chose d'émotionnellement agréable. Et je dis aux jeunes gens qu'on a formés dans nos écoles, mais dès lors que vous allez prendre le sens de la langue française, vous allez voir comme vous allez vous éclater et vous sentir beaucoup plus libre dans la vie. Il y a un peu de revanche sociale aussi avec l'écriture de ce livre? Revanche, oui, probablement, mais en tout cas, il y a une envie de transmission et de dire ça a du sens d'apprendre le français, ça a du sens d'apprendre l'anglais, ça a du sens d'apprendre pour être un homme libre. Transmettre aussi à des jeunes un métier. Vous allez ouvrir, ça c'est votre actualité aussi, au mois de janvier à Dijon, une école de boulangerie. Oui, ce sera la 8e école. On a 8 écoles d'insertion, cuisine, boulangerie et métier du service, et une école qui va ouvrir en détention dans un autre centre. Avant, nous étions à Poissy, maintenant nous allons être à Fleury-Mérogis pour préparer aussi le projet de certains. Mais il y a déjà des écoles de boulangerie, qu'est-ce que vous allez apporter de plus? C'est le temps, c'est-à-dire qu'il y a des écoles de boulangerie où vous formez en 1 an ou en 2 ans. Nous, on forme en 12 semaines. En 12 semaines, on ramène une personne à l'emploi. 12 semaines? 12 semaines. Vous remarquerez que je ne parle pas de moi. Pourquoi? Il y a des personnes pour qui c'est l'urgence. Et nos publics sont des personnes éloignées de l'emploi, très éloignées de l'emploi, ou avec des parcours de vie un peu compliqués. Donc il est absolument nécessaire de revenir rapidement à l'emploi avec un projet. C'est toute la problématique de notre pays, c'est-à-dire qu'on parle d'emploi, pas de projet. Moi, je parle de projet pour aller vers l'emploi. Mais alors, comment vous les récupérez, ces jeunes? Vous dites ils ont des parcours de vie difficiles, comment vous les récupérez? Mission locale, les administrations concernées, Pôle emploi quand tout va bien, et on les ramène dans nos centres. Et
le côté pratique de nos centres, c'est faire pour apprendre. Tu veux être boulanger, alors on rentre tout de suite dans le faire. Et quand vous êtes dans le faire, vous vous apercevez assez rapidement de ce qui vous manque en culture générale. Et là, vous allez chercher ce quoi vous avez besoin. Les 4 grandes opérations, une lecture du français et une écriture du français affirmée. Et là, vous sentez que c'est pas comment vous devez apprendre, mais pourquoi vous devez apprendre. Et ça change tout. Et en 12 semaines, vous revenez à l'emploi. Tu les connais bien, ces jeunes en perdition? Oui, moi ça me parle. Moi, alors moi j'ai lu votre roman. Comment tu les connais avec eux? Oui. Moi je suis dans une mission locale dans le Rhône. Et donc c'est un dispositif qui s'appelle la garantie jeune. Et c'est toute la problématique de faire et concilier à la maîtrise de la langue française. Et c'est un vrai handicap. Et dans ce public-là, il y a 2 publics. Ceux qui sont très éloignés de l'emploi et pour qui il faut les insérer rapidement dans un métier pour qu'ils fassent quelque chose de leur vie. Mais en amont, il faut tout un processus parce que envoyer un mail pour eux, c'est quasi impossible. Oui, mais moi, j'ai lu votre livre. Je suis pas une fan de romans policiers, même pas du tout. Je suis assez allergique à tout ce qui est violent. Bon, mais j'ai bien aimé l'écriture et c'est ce qui m'a plu. Je me suis dit, c'est quand même un livre très bien écrit. Mais j'ai surtout regardé votre parcours. Et c'est le docteur Cohen qui disait que 95% des bûches industrielles étaient pourries et que derrière les artisans voulaient qu'il fallait valoriser et acheter dans les boulangeries artisanales. Et les métiers de la bouche, c'est des métiers que les jeunes rejettent a priori. Alors que vous faites découvrir quand même un métier où il y a possibilité, même si c'est que 12 semaines, ensuite de continuer de se former. Bien sûr, parce que comment les intéresser à la boulangerie, ces jeunes? C'est pas dur. Comment intéresser les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs? Il faut inspirer pour apprendre. Si vous voulez transmettre quelque chose, il faut inspirer. Donc, il faut leur montrer que ces métiers de l'artisanat, c'est rapidement une TPE, c'est rapidement une PME, que ça a du sens, qu'on peut devenir extrêmement rapidement un homme libre. Oui, mais il faut être bon boulanger. Oui, mais si vous en avez... Vous savez, on a un parcours simple pour nos candidats. Quand vous vous présentez chez nous, première chose qu'on vous dit, c'est assez brutal. Nous, on n'est pas gentils, on est vrai. Donc, on se dit, votre passé ne nous intéresse pas. Le quartier, on le connaît, les histoires, on les connaît. Votre passé ne nous intéresse pas. Deuxième chose, la formation est entièrement gratuite. Mais il y a une monnaie d'échange. Pour nous, l'argent n'est pas une valeur. La monnaie d'échange, c'est pas d'absence, pas de retard. Parce que 12 semaines, c'est 280 heures de formation. Et si vous remplissez pas ces 280 heures de formation, vous n'avez pas le diplôme à la fin. C'est compliqué parfois pour certains gamins de respecter simplement la ponctualité. Mais finalement, sur 3 mois, c'est long. Sur 12 semaines, c'est court. Oui. Vous les faites fonctionner à la baguette? Pas forcément. On pose un cadre éducationnel. On pose un cadre éducationnel. On pose un cadre éducationnel qu'on appelle avec beaucoup d'humour, et on peut le dire ici, RER. Rigueur, engagement, régularité. Mais trop souvent, en France, on a parlé de la rigueur comme le petit doigt sur la couture du pantalon. Nous, la rigueur, c'est le projet. C'est un peu la japonaise, le shitsuke. Le shitsuke, c'est le projet. Engagement, c'est regarder devant soi, lâcher la main du passé. C'est ce qu'il y a de plus dur pour certains. L'anxiété de lâcher la main du passé, la cage d'escalier, j'appelle souvent, de lâcher ça, et puis la régularité de venir pendant 12 semaines vous former. Eh bien, croyez-moi, c'est 95% de retour à l'emploi, et en 8 ans, ça a été 11 créations d'entreprises. Thierry Marx, vous restez avec nous, suite de l'entretien dans le grand oral des GG avec le chef étoilé Thierry Marx, auteur roman policier aujourd'hui, et qui fonctionne toujours aussi à fond en ce qui concerne les parcours de réinsertion des jeunes. Les GG, les grandes gueules, ça continue. Le grand oral des GG continue surtout avec Thierry Marx, chef étoilé qui est avec nous. 2 étoiles au Michelin toujours, Thierry Marx. La 3e, elle est pour quand? Je sais pas. Les voies du Michelin sont impénétrables. Et là, vous bossez ce week-end de Noël? Oui. Je suis ravi d'être avec mes collaborateurs pour le week-end de Noël. C'est un week-end très sympa. Oui. Très sympa. Et vous faites quoi alors le soir du réveillon? On fait plus grand chose. On a quand même fait déjà pas mal de choses en amont pour que ça se passe bien. Au micro-ondes. Mais de partager le coup de feu du 24 qui est pas le plus gros des coups de feu. Le 25 est beaucoup plus lourd en gestion. Mais moi, je suis pourquoi c'est plus lourd en gestion le 25? Parce que le 24 en général c'est une fête de famille et le 25 les brunchs, les choses comme ça arrivent plus dans nos établissements. Faites-nous un peu saliver. Le 24, vous avez prévu quoi? Non, on est très classique. On est sur des Saint-Jacques truffes, on est sur des volailles fermières des Landes, on est sur un foie gras des Landes, on est sur des choses qui sont des référentiels. Vous savez, ce sont des périodes fantasmées.
fermé par nos clients. Ça sert absolument à rien d'aller chercher de l'innovation à tout prix. Il faut forcément du canard. Il faut forcément du canard, il faut forcément de belles volailles, il faut forcément de beaux coquillages. Et quand on n'a pas des fois le porte-monnaie pour ce type de produit, on peut aussi aller vers de beaux produits, la lisette du boulonnais, les petits maquereaux, les choses comme ça qui sont bien préparées, des choses extrêmement intéressantes. Et en dessert? Et en dessert, on est sur la traditionnelle bûche, marron glacé et vanille. Oui, mais alors Zora a un peu défloré le sujet. On a quand même un souci avec les bûches de Noël industrielles. Mais elle n'a pas défloré, elle a bien fait d'en parler. Il y a une vraie bûche industrielle, il y a même de vrais faux artisans qui vous vendent de vraies bûches industrielles. Ça, c'est dommageable pour le métier. Donc, il faut effectivement défendre le fait maison. Mais en même temps, c'est pas cher, ces bûches industrielles. C'est pas cher, c'est trop cher. Le pas cher est trop cher. Vous le payez 3 fois. Quand vous achetez une bûche pas chère, vous l'avez à payer une fois à la caisse, une fois à la sécurité sociale pour vous faire rembourser sur vos feuilles de maladie, et une fois avec vos impôts pour aller nettoyer les plages de Bretagne qui sont pourries d'intrants chimiques. Ça, c'est la réalité d'une bûche industrielle. Donc aujourd'hui, il faut défendre l'artisanat, il faut aussi que le consommateur soit militant, que le consommateur soit capable de lire une étiquette. Quand il y a plus de 5 produits sur une bûche de Noël, il y en a au moins 3 en trop. Il y en a au moins 3 en trop. Il y a quoi comme produit dans une bonne bûche? Il y a des texturants, il y a des produits qui sont sursucrés, vous avez des glucoses atomisés qui vous servent absolument à rien et qui protègent pas votre santé, etc., etc. Voilà. Et surtout, vous avez des arômes artificiels qui trompent votre connaissance du produit. C'est juste scandaleux, donc ça n'a pas lieu d'être. Il faut défendre le petit producteur, il faut défendre le petit artisan, il faut aussi accepter que l'artisan ne soit pas capable de faire 50 bûches ou 50 variétés de bûches, dire j'en fais une mais elle est top, etc., etc. Mais il faut faire du consommateur militant et être capable de se dire non, il y a plus de 5 produits sur cette étiquette, il y en a au moins 3 qui me servent à rien. D'accord avec ça, Jimmy Mohamed, le médecin? Oui, alors je suis un peu pondéré sur vos propos parce que malgré tout, la réalité économique fait que parfois, on sait très bien que quand on achète une bûche à 7 €, on sait ce qu'on mange, on sait que ce ne sera pas une bûche de qualité et que faire l'impasse sur une bûche, si tout au long de l'année on mange mal, c'est pas en mangeant bien une bûche qu'on va finalement être en bonne santé. Donc l'argument de la sécurité sociale, je peux l'accepter si on fait attention toute l'année, qu'on fait attention à ce qu'on boit, à ce qu'on fume, à ce qu'on respire. Donc c'est une démarche un peu sur long terme. Un autre point où je suis embêté, c'est que je vous aime beaucoup, mais ma femme vous aime encore plus. Et je suis très embêté parce qu'elle a, je vais pas dire, plus de respect pour le métier de chef cuisinier que pour mon métier de médecin. C'est un peu frustrant pour moi. Je me dis, je sauve des vies tous les jours, je fais d'incroyables choses que tout le monde m'envie. Et pourtant, faire de la cuisine, ce n'est finalement, sans vous manquer de respect, que faire à manger. Comment expliquer le fait qu'on ne soit passé d'être cuisinier, on a l'impression que c'était un parcours d'échec et qu'on mettait un peu les mauvais élèves en cuisine, à maintenant finalement un parcours d'excellence. Comment expliquer cette transition? Est-ce que c'est finalement toutes ces émissions ou c'était juste un start-up? Comment vous expliquez la transition de l'excellence? Et je vois en plus des gens qui sont en reconversion, qui ont un métier, qui gagnent correctement leur vie mais qui n'ont pas de sens et qui me disent je vais faire de la cuisine. Comment expliquez-vous qu'on retrouve du sens dans la cuisine? Parce que d'abord c'est le fait de partager avec les autres, c'est partager des émotions. On ne nourrit pas forcément les gens, mais on partage des émotions, c'est du lien social la cuisine. Et ça fonctionne. Donc c'est quelque chose qui moi aussi me surprend. Effectivement, vous avez parfaitement évoqué cela, mais c'était plutôt un parcours d'échec il y a 20 ans. Et aujourd'hui c'est un parcours de réussite. Alors, entendons-nous, ça paraît comme ça être un univers merveilleux. C'est drôle d'ouvrir 3 coquilles Saint-Jacques à la télé, en ouvrir 30 kilos par jour, ça devient vite un métier détestable. Et il y a énormément de sorties rapides de nos métiers. Donc le turnover est très fort. Donc attention au miroir aux alouettes. Attention au miroir aux alouettes. D'ailleurs, les écoles hôtelières vous le disent. À la rentrée, on a trop d'élèves et 5 ans après, on ne retrouve plus les élèves sur le marché du travail. Je sais parce que mon père travaille dans un restaurant, il commence à 10h du matin, il finit à minuit, il a des tendinites, il travaille avec un genou douloureux, il est fatigué, il n'a pas de repos, donc c'est un métier difficile. Crevant. C'est un peu. Et mon père me dit c'est un métier de chien. Il m'a dit je suis crevé, voilà, j'ai mon dos qui est cassé, il a 60 ans, il en peut plus. Énormément de maladies musculo-squelettiques, vous connaissez. Mais je voudrais revenir sur votre propos sur l'alimentation. Croyez-moi, quand on achète une bûche à 7 €, il n'y a que des produits qui sont mauvais pour vous. Et c'est pas une économie. C'est-à-dire que vous prenez 3 œufs. Vous voyez, 3 œufs, 3 fois 45 centimes. Vous prenez 125 grammes de farine. Vous prenez un quart de litre de lait et je vous fais un biscuit pour une bûche. Vous voyez? Oui, vu comme ça, fin du débat. Donc, non, il faut faire attention à ça parce que la cuisine, comme je l'ai évoqué, c'est pas moi qui le dis, c'est Archestrate, c'est l'Antiquité grecque. Plaisir, bien-être et santé.
et c'est pas à vous que je vais apprendre ça. Aujourd'hui, il y a une vraie surconsommation du sucre. On parle de 25 kilos par individu, 25 kilos par an et par individu. C'est énorme. Donc tous ces produits sont en surconsommation. Il faut se remettre à faire la cuisine. Alors, il faut savoir ce qu'on mange. Mais j'ai l'impression qu'il y a un mouvement quand même. Alors, c'est pas simple de faire la cuisine parce que tout le monde travaille, les vies sont compliquées. Quand on reste 2 heures dans les transports bloqués en région parisienne, par exemple, c'est compliqué le soir en plus de commencer à se mettre à faire à manger. Mais il y a quand même une réflexion sur l'alimentation. Il y avait les états généraux de l'alimentation, avec d'ailleurs une polémique puisque Nicolas Hulot a boycotté hier le discours. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous y participez? Est-ce que vous y croyez? Alors, j'y ai participé, j'y crois si ça a une finalité. Si ça a été un effet pour se dire on va faire les états généraux de l'alimentation, si c'est qu'un effet, ça ne servit à rien. Moi, ce qui importe pour moi, c'est qu'à la fin de ces états généraux, la France propose à l'Europe de savoir définir ce qu'est un bon produit. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Y compris dans mon métier, énormément de mes confrères ne savent pas ce que c'est qu'un bon produit. Alors, c'est quoi un bon produit? Un bon produit, exactement, c'est la bonne question. Qu'est-ce que c'est qu'un bon produit? Quelle est sa responsabilité environnementale et quelle est sa responsabilité sociale? Est-ce qu'on va être capable de faire une échelle de valeur que quand le consommateur achète un produit, il puisse vérifier la valeur environnementale et la valeur sociale du produit? Nourrir tout le monde avec de bons produits? On peut nourrir nourrir de plus en plus nombreux. On va être de plus en plus nombreux. Il va falloir repenser tout le modèle agricole. Énormément de nouveaux métiers vont arriver sur le métier agricole. Il va falloir arrêter avec tous ces remembrements qui ont été faits, mais refaire des parcelles. Il va falloir apprendre à gérer l'eau et à gérer la consommation. Et à redonner du sens. Le problème, c'est que ça ne s'est pas posé avant. Avant, il y en avait suffisamment, on avait peur qu'il n'y en ait pas assez. Oui. Maintenant, il y en a trop. Et on a 2 problèmes. On continue sur la productivité et sur la politique du prix et de la spéculation. Ça fonctionne plus. Et il faut l'accepter au XXIe siècle. Il faut dire, on va faire une échelle de valeur avec une responsabilité sociale et une responsabilité environnementale. Aujourd'hui, si vous voulez acheter du blé correct, vous ne pouvez plus l'acheter dans la Beauce. Parce qu'il est plein d'intrants chimiques. Moi, j'achète du blé dans les Combrailles parce que le blé de la Beauce me garantit pas un blé de qualité. Les Combrailles, c'est? Les Combrailles, c'est l'Auvergne, c'est ces régions-là. Donc, vous voyez, il faut remettre de l'agriculture saine en marche et il faut être capable de payer l'agriculteur et que, en étant correctement payé, cet agriculteur puisse entretenir la terre qu'il va transmettre. Et arrêtons avec le prix. D'ailleurs, c'est Warren Buffett qui dit le prix n'est pas une valeur, la valeur est ailleurs. Oui, mais enfin, le prix, on veut mais aussi des... non, ne me faites pas le coup du prix. Ne me faites pas le coup du prix. Sur les fruits et c'est légumes. ridicule, c'est la pire des choses que vous faites. Ah oui, mais... Et vous entretenez un vieux système qui nous amène chez le médecin. Et ce qui va coûter cher, c'est la santé. Donc il faut reprendre conscience de ça. De payer un peu plus cher, mais on est gagnant au final. Bien sûr. Mais bien sûr. Thierry, qu'est-ce que vous dites aux agriculteurs? Parce que vous les avez, vos fournisseurs. Et vous rencontrez aussi les syndicats agricoles, vous rencontrez ceux qui ont de grandes exploitations. Qu'est-ce que vous leur dites? Tu fais une connerie, arrête, change de modèle. Est-ce qu'ils vous entendent? Ils nous entendent. Aujourd'hui, les agriculteurs sont victimes de ce système. Vous voyez, quand vous regardez le salaire moyen d'un agriculteur, c'est juste scandaleux. Il est victime du système. Donc il faut changer ce système. Il faut le changer progressivement, mais il faut le changer. Aujourd'hui, la seule façon de faire changer les choses, c'est que vous et moi soyons militants. La numérisation des choses peut servir à ça. Vous pouvez avoir une application qui puisse définir ce qu'est un bon produit. Et ça va exister. Et ce qui m'intéresse, c'est comme ça existe et que ça commence à exister, l'industrie agroalimentaire, qui ne sait plus où donner de la tête, qui ne sait plus sourcer un produit, elle vous dit, quand vous voulez lui vendre un produit, elle vous dit, ah non, mais maintenant, quand il y a plus de 5 ingrédients sur un paquet, les gens ne l'achètent plus. Donc il y a des marques aujourd'hui qui vous disent, stop, on veut plus de ce type d'agriculture parce qu'on n'a plus le client en face. Moi, j'adore cette phrase. Donc c'est les clients qui vont faire changer. Ça existe l'appli. Il y a déjà des applis. Quelques applis existent à vérifier. Moi, j'en ai une. Mais ce qui est intéressant, c'est moi, ce que je garde du XXe siècle, c'est cette phrase de Coluche qui dit il suffirait qu'on ne l'achète plus pour que ça se vende pas. C'est ça qui est intéressant. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, l'associatif, cette force de l'associatif, fait bouger les choses. Alors, vous êtes un chef étoilé, je le disais. Vous connaissez Sébastien Bras? Oui, très bien. Sébastien Bras, il a rendu ses étoiles au Michelin. Il a eu 3 étoiles au Michelin. Illustre famille, les Bras formidable. De restaurateurs étoilés. Il a dit pression trop forte. Moi, les 3 étoiles, j'en veux plus. Vous comprenez ça? Est-ce qu'un jour vous rendrez vos étoiles, vous? Personnellement, je ne le comprends pas, mais je peux comprendre que quelqu'un décide à un moment donné. Vous savez, la famille Sébastien Bras, je connais son papa, Michel Bras, sont des gens formidables. C'est une famille formidable. Ce sont vraiment ce que la France fait de mieux. Ce sont des cuisiniers auteurs. Et quand vous êtes auteur, vous êtes libre. Vous êtes libre de dire ça,
je l'accepte, ça je ne l'accepte plus. C'est un choix, c'est pas mon choix, mais je respecte le choix de Sébastien de se dire, moi je suis un homme libre, je suis un auteur en cuisine. Vous tenez la pression, vous. Ah oui, bien sûr, parce que ce guide Michelin qu'on a tant aimé et tant décrié, et où même le guide Goemio d'ailleurs, ont posé aussi un cadre sur nos métiers. Dans ma profession, il y a 166 000 restaurants. Et il y en a certains qui sont encadré, je dirais posé dans le cadre du guide Michelin. C'est intéressant. Ça a permis à des cuisiniers d'évoluer, de protéger un patrimoine, etc. Il y a un certain nombre de choses qui sont extrêmement intéressantes dans le guide Michelin. Charles. Comment vous trouvez le temps de faire tout ça? Parce que vous ouvrez des écoles, vous allez dans les prisons, vous gardez vos 2 étoiles au Michelin, vous publiez un polar. Comment vous vous organisez? Qu'est-ce que c'est votre journée type? Le journée type, c'est 5h45 et minuit, quoi. En gros, c'est ça. Vous dormez peu? Je dors peu, oui. Et je commence toujours par une activité sportive le matin. D'abord une activité de méditation, après une activité sportive. Oui, vous méditez, le matin. Oui. Et puis ensuite une activité sportive. Et après, je rentre dans le monde de l'entreprise. Et j'ai une capacité aussi à déléguer très vite. J'ai une ensemble de collaborateurs. Quand vous parlez des écoles, par exemple, il y a une équipe, Véronique et Philippe Carillon, qui gèrent ces écoles et qui les développent. Donc à un moment donné, je délègue. Et j'ai la chance de... Vous savez, le métier d'artisan, c'est assez simple. Savoir-faire, c'est la première partie de votre métier. Il faut apprendre à savoir-faire. Il faut entretenir ce savoir-faire. Savoir-faire, c'est une technique de managériale. Et puis ensuite, faire savoir un petit peu ce que vous faites. Mais c'est pas tellement... Je suis pas fan des vacances. C'est pas quelque chose qui m'anime. J'aime les expériences. On s'en serait douté. Mais j'aime voyager beaucoup aussi. Oui, beaucoup. Voilà. J'ai cette chance professionnelle de rencontrer énormément de gens et de voyager. Oui. Mais c'est vrai que je répartis les choses. Et puis je suis un émotionnel. Je parlais d'écriture. Bon, là j'avais envie d'écrire, plus ou moins bien, mais j'ai envie d'écrire. C'est des expériences qui me. Il y a dans ce livre d'ailleurs des très beaux haïkus. Vous êtes j'imagine un amateur de haïkus. Oui. J'en ai relevé un là, qui est pas très très joyeux avant Noël, mais que je trouve très profond. Prépare-toi à la mort, prépare-toi, bruissent les cerisiers en fleurs. C'est vrai. D'abord, il faut avoir entendu ce bruit des cerisiers en fleurs quand vous méditez. C'est assez intéressant. Et puis, se préparer à la mort, c'est quelque chose dans le code du Bushido on disait, on est indifférent à la vie, intime avec la mort. C'est le grand code des samouraïs. En attendant la mort, Macron, vous êtes toujours en marche ? Toujours en marche, oui. Enfin, moi, on n'était pas nombreux au départ, quand même, à soutenir. Vous savez, tout le monde me pose la question pourquoi Macron. C'est vrai qu'il y avait d'autres personnalités qui auraient pu m'intéresser, mais ce que j'avais apprécié dans les premiers discours, c'était où il n'y avait pas une stratégie du bouc émissaire. C'est pas moi, c'est de la faute de l'autre. Et je trouvais que dans le discours d'Emmanuel Macron, qui n'était pas président à l'époque, je trouvais qu'il y avait cet intérêt-là, c'est de dire on va s'y mettre les uns avec les autres plutôt que les uns contre les autres. Et pour moi, c'était une première. Moi, j'ai connu ce qu'on a appelé les banlieues rouges. J'ai connu, on nous a promis les lendemains, on a fait descendre nos parents dans la rue pour qu'ils manifestent, mais leurs usines ont fermé quand même. Moi, je crois à la formation professionnelle. J'avais rencontré Emmanuel Macron dans l'économie sociale. Et je dis, il y aura un grand chantier. Je pensais qu'il y avait un grand chantier. C'était la formation professionnelle dans les quartiers où on n'a plus beaucoup d'écho. Et puis, pas les CFA par défaut, par exemple. Et puis, le dire, rassemblons-nous. Il y a un mandat, et puis de pas fantasmer sur l'homme politique. Pour moi, l'homme politique, il correspond un petit peu, et je schématise et je m'en excuse, à un syndic d'immeuble. Je me dis, je lui confie notre patrimoine, et il faut qu'il fasse évoluer dans les meilleures conditions possibles pour le bien de tous. Voilà ce que je considère être un homme politique. Et c'est vrai que j'en vois certains qui ont le fantasme Che Guevaresque ou le fantasme napoléonien en pensant que c'est plus les mêmes époques. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on a besoin de se rassembler et d'aller sur des sujets précis. Après, nos fantasmes individuels, on peut les assumer comme on veut. On peut, comme je l'ai évoqué, le fantasme Che Guevaresque, le fantasme gaulien ou le fantasme napoléonien. Macron, il y a un petit fantasme Napoléon quand même. Je crois pas. Je crois qu'on lui prête beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas à défendre cela. Mais en tout cas, les Français semblent le découvrir satisfait. Mais je crois, si on croit son âge. Ce que je crois juste dans la vie, c'est dur avec les faits, bienveillant avec les hommes. Je crois
profondément à ça. Je crois qu'il n'y a pas de quartier ni de personne faite pour l'échec. Voilà ce que nous avons chevillé au corps dans nos écoles. Donc on se dit, dur avec les faits. Les faits sont les faits. Comment on fait une analyse causale de ces faits? Ensuite, vous devez être bienveillant avec les hommes parce que environnementalement, c'est responsable. Merci Thierry Marx d'être passé par le grand oral des GG. Vous appréciez Thierry Marx, eh bien lisez-le.